Alors, bonjour. On va voir, on va commencer cette révision. Donc, c'est un résumé dédié bien sûr aux gens qui préparent, aux élèves qui préparent leur bac, dans les deux options, SVT et PC. C'est le premier chapitre de la première unité. Et donc là, je vous rappelle quand même le cadre de référence concernant l'examen national par rapport à ce chapitre, tout ce qui est respiration, fermentation cellulaire, c'est-à-dire dégradation de la matière organique et production d'énergie. Alors on va se pencher sur les étapes essentielles de la glycolyse, le bilan énergétique de la glycolyse, structure et ultrastructure de la mitochondrie, le cycle de Krebs, ses étapes essentielles et le bilan énergétique, la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative, le bilan et le rendement énergétique de la respiration, et enfin les étapes essentielles de la fermentation avant de conclure avec le bilan et le rendement énergétique de la fermentation. Ce sont ces axes-là qui font ce premier chapitre pour la première unité. Alors, les réactions responsables de la libération de l'énergie potentielle de la matière organique au niveau de la cellule. Donc là, on va travailler à l'échelle de la cellule et on va voir comment une cellule peut avoir l'énergie dont elle a besoin pour accomplir ses missions et ses différentes fonctions. Donc il y a la matière organique, elle est riche en énergie. Cette matière organique, ou bien cette énergie contenue dans cette matière organique, elle est convertie en une autre forme d'énergie, à savoir ATP. C'est cette ATP, c'est cette forme d'énergie qui est exploitable, utilisable par les cellules pour assurer la croissance, la multiplication, le mouvement, comme on va le voir dans le second chapitre. Alors, la matière organique que nous allons exploiter pour vous cette année, c'est un glucide et particulièrement c'est le glucose. Donc on va voir comment se fait la dégradation du glucose pour produire de l'ATP et servir les activités cellulaires. Donc, je commence ici, puisque c'est l'ATP est la forme énergétique exploitable, utilisable par la cellule, on va se pencher sur ces deux réactions-là qui sont très importantes. Il y a la réaction qui permet la synthèse de l'ATP et la réaction de dégradation de l'ATP. Donc, comme je l'ai mentionné à ce niveau-là, il y a cette partie-là durant laquelle on va produire de l'ATP et l'autre partie, on va exploiter l'ATP, donc il va être dégradé. Alors ADP plus PI, donc adénosine diphosphate plus le phosphate inorganique, on a besoin d'une énergie pour former de l'ATP plus H2O et c'est une réaction catalysée par l'enzyme ATP synthétase puisqu'on synthétise de l'ATP. Nous avons l'ATP, maintenant l'hydrolyse de cet ATP, hydrolyse comme son nom l'indique, en présence de l'eau, l'ATP il est hydrolysé pour donner ADP plus PI plus énergie. Donc l'énergie nécessaire pour la synthèse de l'ATP, elle est restituée par la réaction de l'hydrolyse. Donc là, pour avoir une idée, ce qu'on va faire dans cette unité-là. Donc ce premier chapitre, on va voir comment on va produire l'ATP et dans un second chapitre, on va voir comment est exploité l'ATP pour assurer le mouvement au niveau du muscle. Alors la question qui se pose, quelles sont les deux voies, quelles sont les modalités qui permettent de convertir l'énergie potentielle contenue dans le glucose en ATP? Donc il y a deux voies, les deux voies dépendent de la nature du milieu. Est-ce que c'est un milieu aérobie, un milieu oxygéné, ou au contraire, c'est un milieu anaérobie? Alors commençons par le cas de la respiration. Donc lorsqu'on est dans les conditions d'un milieu aérobie, il va y avoir de la respiration. Et bien sûr, dans un milieu anaérobie, ça va être de la fermentation. Alors pour définir la respiration, quels sont les mots-clés qu'il faut retenir dans cette définition? Parce que dans une définition, il y a des mots-clés qu'il faut toujours respecter, qu'il faut toujours avoir. Mais l'expression, ça peut changer d'un élève à un autre, mais tout en gardant les mots-clés. Alors pour la respiration, nous avons le glucose, elle va être dégradée. La dégradation de ce glucose va être complète, c'est une dégradation totale dans un milieu aérobie. Donc le milieu il est aérobie et la dégradation du glucose est une dégradation totale. Pourquoi on dit que c'est une dégradation totale? Parce que le glucose qui est une matière organique va devenir une matière minérale CO2 plus H2O. Donc la conversion totale de la matière organique en matière
minérale. Et bien sûr, on produit une grande quantité d'énergie. La réaction globale de la respiration s'écrit bien sûr C6H2O6 qui est la formule de glucose, plus 6O2, ça donne 6CO2, 6H2O, plus une énergie. Cette énergie, une partie c'est la chaleur et l'autre partie c'est des ATP, 38 ou 36, ça dépend du type cellulaire et peut-être on aura l'occasion d'en parler et voir la différence entre 38 et 36 ATP par cellule. Voilà, donc là c'est la réaction globale de la respiration. On a dit la deuxième voie qui permet d'extraire l'énergie contenue dans le glucose, c'est la fermentation. Alors, la fermentation, là aussi, quels sont les mots-clés? Le milieu doit être anaérobie, donc c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, il y a des cellules qui sont capables de dégrader le glucose. Sauf que cette fois-ci, la dégradation est une dégradation incomplète. C'est une dégradation incomplète. Pourquoi la dégradation cette fois-ci est dite incomplète? Pour la simple raison que le glucose, qui est une matière organique, va être converti en une autre matière organique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un déchet minéral comme le cas de la respiration. Bien au contraire, nous aurons des déchets organiques qui contiennent encore de l'énergie. Et donc, puisque le glucose va être converti en une autre matière organique, c'est pourquoi on distingue plusieurs types de fermentation. Il y a la fermentation alcoolique, la fermentation lactique, en fonction de quoi? La nature de la matière organique, du déchet organique qu'on obtient à partir de la dégradation du glucose. Dans ce cas-là, on parle d'une fermentation alcoolique, celui-là, pour la simple raison que ce qu'on produit, c'est un alcool, c'est l'éthanol, CH3, CH2OH. Bien sûr, vu que l'éthanol, c'est 2 atomes de carbone fois 2C4, le glucose, il est à 6 atomes de carbone, donc il y a 2 atomes de carbone, il y a un dégagement de CO2, et comme ça, notre réaction est équilibrée. Bien sûr, on produit de l'énergie, ce fond de chaleur, 2 ATP, et il y a toujours une énergie dans l'alcool. Donc l'alcool, c'est une matière organique qui contient encore de l'énergie. Donc là, c'est la fermentation alcoolique, et c'est la fameuse levure qui réalise cette fermentation. Il y a un autre type de fermentation, c'est la fermentation lactique. Toujours, puisqu'on dit fermentation, donc le milieu, il est anaérobie. Il n'y a pas d'oxygène. Pas d'oxygène, donc la dégradation va être partielle. Et le glucose va être transformé en acide lactique. C'est pourquoi on a qualifié cette fermentation de fermentation lactique. Dans la formule brute, CH3, CHOH, COH, c'est ça l'acide lactique. Bien sûr, donc le glucose qui est un composé à 6 atomes de carbone, il est converti en 2 composés à 3 atomes de carbone, à savoir l'acide lactique, plus une énergie, bien sûr, là c'est de la chaleur, 2 ATP, et bien sûr l'acide lactique contient encore de l'énergie. Alors, le récap pour l'instant, qu'est-ce que nous avons fait? Le glucose contient une énergie potentielle, il faut l'extraire. Pour extraire cette énergie, il y a 2 modalités, il y a 2 voies. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la nature du milieu. Est-ce que le milieu est aérobie ou encore le milieu est anaérobie? Dans le milieu aérobie, on va assister à la respiration. Dans le milieu anaérobie, donc, c'est la fermentation. Et la fermentation, il y en a 2. Ça dépend là, le produit qu'on va voir par la suite. Est-ce que c'est de l'alcool ou bien c'est l'acide lactique? Très bien. Les 2 voies, elles sont là. On a vu les mots-clés à retenir pour pouvoir définir chacune de ces voies. Là, on va entrer dans les détails. Les détails, le glucose, il est dans la cellule. Donc, prenons le cas de la respiration. Donc, on est dans les conditions d'un milieu aérobie. Quelles sont les étapes que va subir le glucose? Donc, les étapes de la dégradation du glucose peuvent être présentées comme suit. Il y a la première étape qui se passe au niveau des hyaloplasmes. C'est la glycolyse. Donc, la glycolyse, c'est une première étape qui consiste en quoi? Elle va convertir le C6, qui est le glucose, en 2C3, qui sont 2 acides pyruviques. Donc on transforme un composé à 6 atomes de carbone, qui est le glucose, en 2 composés à 3 atomes de carbone, l'acide pyruvique. C'est une étape qui se passe au niveau du hyaloplasme, ou bien le cytosol. C'est quoi l'hyaloplasme? C'est quoi le cytosol? C'est le cytoplasme dépourvu d'organites. Donc c'est la partie liquide dans laquelle il n'y a pas
d'organites. Qu'est-ce qu'on gagne de cette conversion? Le glucose, il est converti en 2 acides pyruviques. On va gagner 2 ATP et 2 NADH+, 2 transporteurs à l'état de NADH+. Donc, on peut commencer déjà avec ce bilan. Il y a le glucose, qui a un composé à 6 atomes de carbone, et il est converti en 2 composés à 3 atomes de carbone. De ces 3, à savoir 2 pyruvates. Qu'est-ce qu'on gagne de cette conversion? 2 ATP et 2 transporteurs à l'état réduit, à savoir 2 NADH+. Alors, la glycolyse, en fait, elle n'est pas aussi simple comme on peut l'imaginer. Donc, c'est une chaîne, c'est une cascade de réactions, c'est 11 réactions qu'on peut quand même regrouper ou bien partager en 3 étapes majeures. Une première, une deuxième et puis une troisième étape. La première étape, le glucose, il est converti en fructose diphosphate. Le nombre d'atomes de carbone ne change pas. Le C6 devient un C6, mais diphosphate. Alors, quelle est l'origine des phosphates? C'est la consommation d'ATP. Oui, c'est une étape pendant laquelle on a besoin de phosphate. Quelle est l'origine de ce phosphate? C'est l'ATP. Donc l'ATP devient ADP. Et là, on a fructose diphosphate. C'est pourquoi c'est une étape qu'on peut qualifier étape consommatrice d'énergie. Oui, notre objectif, c'est produire l'ATP. Là, on est en train de consommer, c'est tout à fait normal. On est en période d'investissement. On est en train d'investir et donc on va payer la dette à la fin du processus. La deuxième étape, le fructose, qui est toujours à 6 atomes de carbone des phosphates, va être clivé en 2 pour donner 2 trioses, un ose à 3 atomes de carbone. Bien sûr, fructose, il est à 6 atomes de carbone. Une fois cassé, on va dire qu'il y a 2 atomes, plutôt 2 trioses, 2 composés à 3 atomes de carbone, phosphate, qui vont devenir à leur tour 2 trioses diphosphate. Triose, elle était monophosphate, elle va devenir diphosphate. C'est pourquoi on a besoin de 2 phosphates inorganiques. Cette réaction, ce n'est pas une simple réaction de phosphorylation, c'est une réaction pendant laquelle il y aura libération d'électrons et des protons. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. On va oxyder le triose phosphate pour réduire ce transporteur-là, NAD+, qui va devenir NADH+, avec 2 trioses des phosphates. C'est pourquoi le qualificatif proposé pour qualifier cette étape-là, c'est une étape d'oxydoréduction. Alors, reste la dernière étape de la glycolyse, 2 trioses des phosphates. Là, on va avoir 2 acides pyruviques à la fin. On a dit que la glycolyse, il finit par donner 2 glucose, plutôt 2 acides pyruviques en fin de compte. Alors, triose, c'est 3 atomes de carbone, pyruvate, c'est 3 atomes de carbone. Donc, le nombre d'atomes de carbone ne change pas. Diphosphates, ce sont des phosphates qui vont être récupérés. Qui va récupérer ces phosphates-là? Bien évidemment, ce sont les ADP. ADP va devenir ATP. Et puisque nous avons 10 phosphates, donc 2 phosphates, fois 2, c'est 4. Donc, on aura besoin de 4 ADP, qui vont devenir 4 ATP. Et donc, si on veut qualifier cette troisième étape, on ne peut pas trouver mieux que c'est une étape de production d'énergie. Donc, c'est une étape pendant laquelle on produit l'énergie. Combien d'énergie a été produite? C'est 4 ATP. Est-ce qu'on a gagné 4 ATP? La réponse est bien évidemment non. Il faut retrancher les 2 ATP que nous avons consommés au départ. Il y avait une dette. Donc nous avons démarré avec moins 2 ATP qui ont été consommés pendant la première étape. Dans cette dernière étape, on a produit 4 ATP. Donc il faut retrancher les 2 ATP qui ont été consommés dans la première étape. Voilà. Donc la glycolyse, le glucose qui a sous atomes de carbone finit par être converti en 2 acides pyruviques, 2 composés à 3 atomes de carbone. Donc on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne 2 ATP, puisque 4 ATP moins 2 ATP consommés, ça donne 2 ATP comme bilan, et 2 transporteurs à l'état réduit. On va voir l'importance de ces transporteurs par la suite, parce que c'est une source d'énergie aussi. Voilà, donc là c'est pour cette étape-là de la glycolyse. La glycolyse après fin. Donc, quelle serait la suite? On va se demander quel est le devenir de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, elle va continuer sa dégradation. Parce qu'on a dit dans la définition que la respiration est une dégradation totale du glucose. Pour l'instant, le glucose, qu'est-ce qu'il a subi? Un clivage.
elle était à 6 atomes de carbone, elle est devenue à 3 atomes de carbone. Donc ce n'est pas encore fini, il faut continuer la dégradation. À quel niveau? Là, la glycolyse, on était dans l'hyaloplasme. Donc on va changer de compartiment. On va partir dans un autre compartiment pour compléter la dégradation. La dégradation aura lieu au niveau de la mitochondrie. C'est l'organite qui est dédié à la respiration, comme vous pouvez le voir sur ces documents-là. Donc c'est un organite cellulaire dédié à la respiration et qu'on trouve en grand nombre dans les cellules situées ou bien qui vivent dans un milieu aérobie. Cet organite, elle est entourée par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. La membrane interne, elle est repliée sur elle-même, formant ce qu'on appelle des crêtes. Il y a le liquide à l'intérieur, c'est la matrice. On trouve des ribosomes et un ADN qui est circulaire. Là, on a donné un exemple de protéines qu'on peut trouver au niveau de la membrane interne. Ce sont les sphères pédonculées. Bien sûr, il y en a d'autres, on va les voir par la suite, qui constituent les transporteurs d'électrons. Ce sont les complexes protéiques dans cette membrane. Donc voilà, structure et ultrastructure de cet organite dédié spécifiquement à la respiration. Reste quand même à insister sur le fait que la membrane interne et la membrane externe, elles n'ont pas la même composition chimique. La membrane externe, elle ressemble à la membrane de la cellule, du point de vue composition, avec à peu près 60% de protéines et 40% de lipides. Par contre, la membrane interne, elle est riche en protéines. Elle est faite de 80% de protéines contre 20% seulement de lipides et bien sûr des compositions différentes. C'est des rôles qui sont différents. Le rôle de la membrane interne est différent du rôle de la membrane externe puisqu'ils n'ont pas la même composition. Alors ce que nous avons fait maintenant, on a préparé l'endroit, le lieu dans lequel vont se dérouler la suite des réactions de dégradation de l'acide pyruvique, à savoir mitochondries. Que va-t-il se passer au niveau de ces mitochondries? Alors là, l'acide pyruvique, elle est transformée en acétyl-CoA. Là, c'est la deuxième étape de la respiration. Nous avons vu la glycolyse, on a transformé le glucose en acide pyruvique. La deuxième étape, on va transformer l'acide pyruvique qui est à 3 atomes de carbone en acétyl-coenzyme A, qui est à 2 carbones seulement. Et là, que se passe-t-il? Il y a élimination d'un carbone sous forme de CO2, c'est ce qu'on appelle une décarboxylation, mais aussi il y a arrachement de 2 au moins de 2 électrons et de 2 protons. Donc il s'agit d'une déshydrogénation, c'est-à-dire l'acide pyruvique qui subit 2 actions, une décarboxylation associée à une déshydrogénation. C'est pourquoi on dit que cette étape de formation d'acétyl-CoA est catalysée par une enzyme décarboxylase, déshydrogénase. Décarboxylase parce qu'il y a amputation d'un CO2, déshydrogénase, arrachement de 2 électrons et de 2 protons. Là, c'est la deuxième étape qu'on appelle formation de l'acétyl-CoA. Très bien. Alors, on va continuer la dégradation puisque on est passé de 6 atomes de carbone à 3, maintenant de 3 à 2, ce n'est pas encore fini, il faut voir la suite. L'acétyl-coenzyme A qu'on vient de former, elle va s'associer avec un composé à 4 atomes de carbone, qui est toujours là, au niveau de la matrice mitochondriale, qui est l'acide oxaloacétique. Le C2 associé au C4, ça va donner citrate, C6. Donc C2, l'acétyl-coenzyme A issu de la dégradation de l'acide pyruvique, elle va s'associer au C4 pour donner C6. Le C6, elle va être convertie en C5. Alors de C6 à C5, que se passe-t-il? Il y a un carbone qui manque et les parties se forment de CO2. Donc c'est une décarboxylation. C'est une décarboxylation à laquelle va être associée bien sûr une déshydrogénation, c'est-à-dire arrachement de 2 O- et de 2 H+, et qui vont être captés par un autre transporteur, NAD+, qui va devenir NADH, H+. Donc il faut noter qu'à chaque fois il y a une décarboxylation, il y a une déshydrogénation qui est associée. C5, C4. Alors là aussi, donc on a amputé un carbone sous forme de CO2. C'est une décarboxylation. Qu'est-ce qu'on a dit? À chaque fois il y a une décarboxylation, il y a une déshydrogénation qui lui est associée. Donc on va libérer NADH, H+. Alors à ce stade-là,
à ce stade-là, est-ce que la dégradation de l'acide pyruvique a pris fin? La réponse est oui. L'acide pyruvique, il comporte combien d'atomes de carbone? 3. Voilà un premier carbone dégagé, un deuxième et un troisième. C'est le CO2 qui est un déchet respiratoire, donc elle est là. Donc pour l'instant, la dégradation de l'acide pyruvique a pris fin. Parce que la glycolyse, il donne 2 acides pyruviques. Là, nous avons 3 CO2 fois 2, 6 CO2, 6 carbones. Où le glucose comporte 6 carbones. Très bien. Alors, quel est le nouveau souci? Donc le composé C4 que nous avons formé à ce niveau-là, elle est différent de C4 qui est là, à savoir l'acide oxaloacétique. Donc on doit assurer le renouvellement de ce C4. Ce C4-là, on doit le transformer en acide oxaloacétique. Pourquoi le transformer en acide oxaloacétique? Pour assurer la continuité des réactions. C'est pour assurer la continuité des réactions. Donc, pour ce faire, cette régénération se fait à travers 3 réactions successives. 3 réactions successives. Une première, sans changement de nombre d'atomes de carbone. Rappelez-vous bien qu'il s'agit là de la régénération de l'accepteur de l'acétylcoenzyme A. C'est une régénération qui se fait en 3 réactions. Il y a une première réaction génératrice d'énergie, ça donne de l'ATP. C'est une réaction exergonique qui donne de l'énergie qu'on va exploiter. Une deuxième réaction qui est une déshydrogénation, c'est-à-dire ce C4, on va lui arracher encore 2O- et 2H+. Ce qui est particulier à ce niveau-là, c'est une déshydrogénation, mais qui fait appel à un autre type de transporteur. C'est le FAD, et non pas le NAD+, que nous avons utilisé depuis le départ. Maintenant, on va faire appel au FAD. Ce FAD va devenir FADH2, donc il est réduit en FADH2. Et enfin, ce C4 qu'on vient d'obtenir, il va être transformé en autre C4 par déshydrogénation toujours, sauf que on revient avec le transporteur que nous connaissons, NAD+, pour devenir NADH+. Alors, on revient à notre point de départ. C'est pourquoi cette étape-là est dite cycle. Elle est cyclique. Le point de départ, c'est le point d'arrivée. On a commencé avec un C2 qui était associé avec le C4 pour donner C6 et ainsi de suite. Et donc, c'est Krebs donc, qui a donné le nom à ce cycle connu, bien sûr, cycle de Krebs. C'est la deuxième étape qui a permis de dégrader totalement le reste de l'acide pyruvique, mais aussi de produire de l'énergie et des transporteurs à l'état réduit, à savoir 3 NADH+, et 1 FADH2. Alors si on fait le récap de cette étape-là, la glycolyse, c'est dans l'hyaloplasme. Le produit final de la glycolyse, c'est 2 acides pyruviques. Là, on est en train de voir le devenir de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, là, on voit la même chose différemment, juste pour consolider vos acquis. L'acide pyruvique, il a 3 atomes de carbone. Elle va perdre un carbone sous forme de CO2. Elle reste 2. Ce composé à 2 atomes de carbone, ça s'appelle acétylcoenzyme A, qui va s'associer avec ce composé à 4 atomes de carbone, appelé acide oxaloacétique, pour donner l'acide citrique à 6 atomes de carbone. Donc, on a la deuxième étape, c'est celle-là, de l'acide pyruvique à l'acétyl-CoA. Elle est linéaire. Là, on va commencer une étape qui est cyclique. L'acétylcoenzyme A, elle va s'associer à l'acide oxaloacétique pour donner C6. Et donc, on va recommencer la dégradation. Le C6 va devenir un C5. C6, C5, donc départ d'un carbone. Ce qu'il forme à départ de ce carbone se forme de CO2. C'est une décarboxylation. On a dit, chaque fois qu'il y a une décarboxylation, elle est associée à une déshydrogénation, c'est-à-dire NAD+, va être réduit en NADH+. La même chose, le C5 va devenir un C4, toujours départ d'un carbone se forme de CO2, et le NAD+, va être réduit en NADH+. Donc c'est une décarboxylation, déshydrogénation. Là, je rappelle, on a terminé la dégradation de l'acide pyruvique. Parce que l'acide pyruvique, il comportait 3 atomes de carbone. Le premier, il est là,
le deuxième, et voilà le troisième. Donc, ce qui reste, c'est ce C4 qu'on vient d'avoir ici, et le différent de l'acide oxaloacétique. Donc, il faut convertir ce C4 en acide oxaloacétique. C'est une conversion qui se fait en combien d'étapes? 3 réactions. Une réaction qui produit l'énergie sous forme d'ATP, une réaction qui va produire un transporteur sous forme de FADH2 et une réaction qui va transformer NAD+ en NADH, H+. Et voilà, on a bouclé, c'est ce qu'on appelle le cycle, voilà, c'est le cycle de Krebs. Donc, pour l'instant, nous avons vu 3 étapes de la respiration. Glycolyse, formation de l'acétyl-CoA et puis le cycle de Krebs. Voilà. Reste une dernière étape, ce sont ces transporteurs qu'on vient de former. Combien on a formé de transporteurs depuis le glucose? Rappelez que lors de la glycolyse, on a formé 2 NADH+. Par la conversion de l'acide pyruvique, on revient. L'acide pyruvique, il y a NADH+, 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 NADH+. Donc tout ça, ça se passe au niveau de la matrice. Donc on a 4 NADH+. Au niveau de la matrice, et un FADH2 et une molécule d'ATP. Là, c'est à partir d'un seul acide pyruvique. Or, la glycolyse, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 2 acides pyruviques. Donc, il faut multiplier tout ça en 2. Donc, CO2, 3 CO2 fois 2, 6 CO2. NADH, il y en a 4 fois 2, c'est 8. Et FADH2, il y a un seul fois 2, parce que c'est 2 cycles de FADH2. ATP fois 2, c'est 2 ATP. Et donc le bilan pour l'instant, depuis la glycolyse, c'est 4 ATP, 2 ATP derrière la glycolyse plus 2 ATP derrière le cycle, ou 10 NADH+. Pourquoi 10? Parce qu'au niveau de la matrice, nous avons 4 fois 2, c'est 8, plus les 2 de la glycolyse, et FADH2, 2. Donc on a un total de 12 transporteurs. On a produit 4 ATP. La réaction globale qu'on a vu au départ, c'était 38 ATP. Donc il reste encore la production de 34 ATP. Et il faut voir et savoir comment on produit ces 34 ATP. CO2, c'est un déchet, il va être rejeté. Donc la partie qui va, la dernière étape de la respiration, ça va être la formation des 34 ATP. On va exploiter les transporteurs pour produire 34 ATP. Combien de transporteurs nous avons? On a 12 transporteurs. 10 transporteurs de type NADH+, et 2 transporteurs de type FADH2. Donc ce sont ces 12 transporteurs qui vont aboutir à la formation des 34 ATP qui vont compléter pour avoir 38 à la fin. Donc l'étape qui reste, c'est la phosphorylation, c'est la synthèse d'ATP, c'est-à-dire les transporteurs au niveau de la membrane interne. Là, on n'est plus dans la matrice, c'est au niveau de la membrane interne qu'on va assurer l'oxydation des transporteurs pour la synthèse de l'ATP. Donc, la synthèse d'ATP à partir de l'ADP et de PI, c'est une phosphorylation. Mais c'est une phosphorylation qui ne peut avoir lieu que suite à l'oxydation des transporteurs. C'est pourquoi on appelle cette dernière étape une phosphorylation oxydative. C'est un couplage entre la synthèse d'ATP et le fonctionnement de la chaîne respiratoire. C'est un couplage entre la synthèse d'ATP et le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Quels sont ces complexes-là? C'est des complexes protéiques. Ça a été dit au départ, la membrane interne, elle est riche en protéines. La membrane interne, elle est riche en protéines, genre sphère pédonculée. Et puis, il y a tous ces complexes à travers lesquels les électrons sont acheminés jusqu'à leur accepteur final. C'est la seule fois où on va évoquer l'oxygène. On s'est dit que la condition, c'est qu'il doit y avoir l'oxygène dans le milieu. L'oxygène joue le rôle d'accepteur final. Donc, le jeu des électrons va créer un gradient de H+, qui va être exploité pour synthétiser de l'ATP. Alors, cette dernière étape de la respiration, qu'on a qualifiée de phosphorylation oxydative, pour la simple raison qu'il y a un couplage entre la synthèse d'ATP à partir de l'ADP et de PI et la réoxydation des transporteurs. Et bien sûr, ça a été dit, nous avons 12 transporteurs.
Ces transporteurs ils sont oxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Lorsque les électrons passent d'un complexe à un autre, il y a un pompage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire pour former au niveau de cet espace intermembranaire un gradient de concentration. C'est un gradient de H+. Ces H+, elles vont regagner la matrice à travers la sphère pédonculée. C'est ce flux des protons H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice qui va fournir l'énergie nécessaire à l'association de pi avec ADP pour donner ATP. Au niveau de cette sphère pédonculée, il y a l'enzyme ATP synthétase, donc qui va synthétiser l'ATP en exploitant l'énergie fournie par le retour des protons H+ vers la matrice. Et bien sûr, les électrons, elles vont finir par arriver à l'oxygène qui joue le rôle de leur récepteur final. L'oxygène plus les électrons plus les protons H+, ça va donner H2O. Donc l'oxygène joue le rôle d'accepteur final. Alors quelles sont les 4 étapes de la respiration? Il y a la glycolyse, il y a la formation de l'acétyl-CoA, le cycle de Krebs et enfin la phosphorylation oxydative. Et donc on a dit qu'il y a 2 transporteurs, NADH+, et il est oxydé au niveau du premier complexe. C'est pourquoi on va produire 3 ATP. FADH2 quant à lui, il est oxydé au niveau de FADH2. C'est pourquoi on va avoir moins de H+, et donc 2 ATP seulement. 2 ATP seulement. Donc voilà les termes de la réaction globale de la respiration. Le glucose C6H12O6 en présence d'oxygène, 6 molécules d'oxygène. On finit par avoir 6 CO2, 6 H2O et plus une énergie de 38 ATP à partir des 12 transporteurs. 10 NADH+ fois 3, ça donne 30 ATP. Et 2 FADH2 fois 2, ça donne 4 ATP. Et donc, nous avons un total de 34. On rajoute les 2 ATP de la glycolyse, les 2 ATP du cycle de Krebs. Et donc, ça fait un total de 38. Alors là, c'est les réactions. Donc, vous pouvez les retrouver dans le résumé qu'on va mettre à votre disposition. Là, on va se pencher sur le cas où le milieu est anaérobie, pas d'oxygène. L'oxygène, c'est un récepteur final. Donc, toutes les étapes qui se font à l'intérieur de la mitochondrie ne peuvent pas avoir lieu. Faute de quoi? Faute d'oxygène qui manque. Pas d'oxygène, voilà, je l'ai mentionné ici, mon oxygène. Par contre, la glycolyse ne requiert pas l'oxygène, donc elle va continuer à s'opérer. C'est pourquoi la fermentation, c'est 2 étapes seulement. Il n'y a pas 4 étapes comme la respiration. Il y a la glycolyse, donc on ne va pas la reprendre. Ça a été vu, c'est exactement la même chose. Le glucose devient 2 acides pyruviques avec formation de 2 ATP et 2 NADH+. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec la respiration. La différence, c'est le devenir de l'acide pyruvique. Avant, l'acide pyruvique, dans les amyloses aérobies, il rentre dans la mitochondrie pour être dégradé. Maintenant, il n'y a pas de mitochondrie parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc l'acide pyruvique, il va séjourner dans l'hyaloplasme. Donc il va rester dans l'hyaloplasme. Et on a parlé qu'il y a 2 types de fermentation. L'acide pyruvique, soit il va accepter les électrons et les protons pour devenir un acide lactique, ou encore pour devenir alcool, bien sûr avec CO2. Ça dépend du type cellulaire. C'est pourquoi ça a été dit au début. Donc il y a la fermentation lactique, il y a la fermentation alcoolique, ça dépend de la cellule en question. Donc ce sont les réactions de la fermentation avec la première étape commune avec la respiration, c'est la glycolyse. Et puis nous avons la fermentation lactique qui produit l'acide lactique à partir de l'acide pyruvique formé par glycolyse. Ou encore la fermentation alcoolique produit l'éthanol. C'est le cas de la levure. Là, c'est le cas des cellules musculaires ou encore les bactéries du lait, les lactobacilles. Et donc la fermentation, c'est pas compliqué du tout, puisque c'est 2 étapes seulement pour former soit acide lactique, soit l'éthanol. Donc il y a la glycolyse. Cette étape-là, on la qualifie réduction de l'acide pyruvique, puisque les protons et les électrons de NADH, on les donne à l'acide pyruvique qui va devenir NAD+. Alors pour conclure, on va se pencher sur le bilan. Donc là, ça illustre les 38 ATP, comment on les obtient à travers
les différentes étapes de la respiration. Donc la glycolyse, ça produit 2 ATP, 2 NADH+, qui sont convertis au niveau de la phosphorylation oxydative, 2 fois 3, pas de FADH2. Formation de l'acétyl-CoA, ça donne NADH+, 2 fois 3 c'est 6 ATP, bien sûr pas de FADH2. Cycle de Krebs, elle donne 2 ATP, elle donne 3 NADH+, plutôt 6, 6 fois 3, donc ça fait 18, et 2 FADH, 2 fois 2 c'est 4, donc ça fait un total de 38. Pour la fermentation, on a seulement 2 ATP qui sont formés lors de la glycolyse. C'est lors de la glycolyse. Pour le rendement, c'est simple, parce que le glucose, elle a une énergie potentielle estimée à 2860 kJ. Nous, ce qu'on produit, c'est 38 ATP. On va convertir les 38 ATP en kilojoules, il faut multiplier 30,5. Parce que l'énergie d'une molécule d'ATP, 30,5, qu'on va multiplier par 38, donc ça donne quelque chose de 1159. Si on fait le rapport entre ce que nous avons produit en kilojoules par respiration et l'énergie potentielle, donc on va trouver un rapport de 40,5%. C'est ça le rendement de la respiration. Donc on arrive à exploiter 40%. La fermentation, 2 ATP. Chaque ATP c'est 30,5, donc c'est 61. En faisant le rapport avec l'énergie potentielle, on se retrouve avec un rapport de 2,1 seulement comme rendement. Ainsi prend fin ce chapitre de la première unité. Donc j'espère pouvoir contribuer à la consolidation de vos acquis et on se donne rendez-vous au chapitre 2.